Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ravis avec Lilian d'être avec vous ce soir pour une restitution d'un atelier que nous avons animé hier matin, une fresque de la santé du futur. Alors, je suis Lina Otelitano, fondatrice de l'agence Santissime dédiée à l'innovation et à la communication responsable en santé. Et je suis également animatrice de la fresque de la santé du futur, conçue par Digital Pharma Lab. Et j'ai co-animé cet atelier avec Lilian. Je te laisse te présenter. Ça marche, merci. Bonjour à tous, donc Lilian Reversa. Je suis consultant en santé digitale dans un cabinet de conseil qui s'appelle Digital Pharma Lab. Et peut-être pour vous faire un peu l'historique de cette fresque, nous, notre cœur de métier, c'est la collaboration, c'est-à-dire mettre autour de la table à la fois des hôpitaux, des associations de patients, des groupements de pharmacie et bien sûr des laboratoires pour mettre en place des projets qui répondent en fait aux enjeux de ces différents acteurs. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait un sujet qui revenait souvent, c'est comment on arrivait à modéliser cet écosystème, tous les parcours de soins. Et on s'est dit pourquoi pas prendre l'exemple de la fresque du climat pour essayer de dessiner des cartes et essayer de prendre un peu de hauteur sur cet écosystème. Et c'est comme ça qu'est née la fresque de la santé du futur. Donc essayer d'avoir un atelier ludique et systémique pour prendre de la hauteur sur notre système de santé qui est assez complexe. Voilà. Et donc hier, nous avons réuni 17 participants avec une belle représentativité. On avait à la fois des associations d'usagers, des médecins, responsables DSI. On a eu l'hôpital, la clinique, le laboratoire pharmaceutique, les professeurs de l'ISIS et également des étudiants. Je ne parle pas des avocats, des conseils en santé, des cabinets de conseil en santé, pardon. Voilà, des spécialistes de la data. Enfin bref, tout le monde était là autour de la table. Il manquait pas grand monde. Et bien, on a passé un moment vraiment très intéressant. On peut dire que c'était la meilleure fresque qu'on ait fait. Et c'est allé au-delà de nos attentes. Donc l'objectif, c'était de mieux comprendre les tensions à l'œuvre, les tensions de notre système de santé, faire émerger une vision partagée et identifier ensemble les leviers d'action pour une santé plus équitable, plus durable et plus souveraine. Alors juste pour vous dire un mot sur comment se déroule la fresque. En fait, c'est, comme le disait Lilian, c'est un atelier immersif et participatif qui propose d'aborder des sujets complexes de façon systémique et globale. Et là, comme je vous le disais, il s'agissait de discuter, enfin de faire un état des lieux de notre système de santé actuel en croisant les enjeux humains, organisationnels, technologiques et sociétaux. Et donc, en plus, déjà, il y avait déjà beaucoup à faire. On a ajouté une contrainte supplémentaire, c'est qu'on a demandé à nos participants d'y réfléchir en observant tout ça sous le prisme de l'équité, la durabilité et la souveraineté. Et donc, à travers un jeu de cartes, des discussions, des temps d'échange qui ont été très riches, ils ont créé leur fresque de la santé du futur, qu'ils ont d'ailleurs appelée la fresque collaborative de l'université de la e-santé. Et dans collaboratif, ils ont vraiment pesé ce mot, ils n'ont pas trouvé un autre adjectif, je pense qu'ils étaient un peu fatigués, mais surtout pour dire qu'ils ont vraiment eu l'impression de croiser leurs regards, de croiser leur point de vue et d'apprendre de tous. Donc c'était très intéressant. Voilà. Et peut-être avant de faire la restitution de la fresque, ce qu'on va vous proposer, c'est un petit quiz qu'on aurait bien aimé faire en numérique, sauf que ça marche pas. Il y a pas de, voilà, on a un problème de connexion. Donc on va vous poser les questions et si vous voulez vous prêter au jeu, vous levez la main pour nous dire votre réponse. Alors, selon vous, quel est aujourd'hui le principal frein à l'équité en santé numérique ? Est-ce que c'est l'accès aux soins ou est-ce que c'est un problème de financement des soins ? Du coup, à main levée, pour votre organisation ou vous, à titre individuel, pour vous, c'est quoi donc, le principal frein de l'équité ? Est-ce que c'est un manque de soins au niveau territorial ou plutôt un manque de soins financement ? Donc ceux qui pensent plutôt pour le financement, levez la main. Sinon, gardez la main baissée pour
pour accès aux soins. Ne soyez pas timide. Un peu des deux, je vois au milieu. On est entre nous. Ah. Entre les deux, votre cœur balance. Ouais. Ok. Donc on est quand même plutôt sur de l'accès aux soins. Et je vous propose de regarder un peu qu'est-ce qui est sorti de cette fresque-là. Donc, de manière non exhaustive, bien sûr, mais avec les différentes personnes qu'on avait autour de la table, il y a eu le premier levier qui est un des leviers à lever pour l'équité, qui est l'accès aux soins. C'est-à-dire comment, au niveau territorial, on peut redonner la puissance, j'ai envie de dire, aux professionnels de santé pour suivre la plupart des patients et essayer de gommer cette inégalité qui existe encore énormément en France. Le deuxième point, c'est au niveau des financements des soins. Et donc là, il y avait deux leviers. Il y avait bien sûr un niveau de levier des financements des soins au niveau des des patients. Un exemple très concret qui est ressorti, c'est les ALD. Je ne sais pas si vous savez, mais un dépassement des soins sur l'affection longue durée, c'est en moyenne 1 000 euros. Ça veut dire que les patients qui sont atteints d'affection longue durée dépensent par an en moyenne 1 000 euros, alors que c'est normalement des cotations, c'est des actes remboursés. C'est-à-dire que c'est des soins qui sont non remboursés, mais qui sont nécessaires pour ce type de personnes. Donc ça, c'est le premier levier, côté financement des soins. Et le deuxième levier, c'est bien sûr le financement des projets, des startups. Voilà, on a vu que les derniers mois, le financement et le levée de fonds des startups, c'est assez écroulé. Et le dernier point, bien sûr, on a beaucoup parlé autour des tables rondes, c'est l'accès aux différentes données. Donc là, pareil, deux types de données. Les données plutôt patients, c'est-à-dire éviter aux patients qui sont atteints de pathologies chroniques de leur demander de faire 10 fois le même examen ou la même imagerie parce qu'on a changé malheureusement d'hôpital ou de professionnels de santé. Et bien sûr, la deuxième partie, c'est tout ce qui est en lien avec la souveraineté, c'est comment on a accès aux données au niveau plutôt de la recherche, pour les maladies rares par exemple, pour essayer de mettre en commun toutes ces données-là, essayer de faire des algorithmes prédictifs un peu plus efficaces. Et les leviers qui sont sortis, c'est tout ce qui est en lien bien sûr avec la prévention. Donc essayer de trouver un modèle économique à la prévention. Actuellement, ça n'existe pas. Mettre un peu plus de culture de la prévention, c'est exactement ce qu'a mentionné le président donc, du consortium de santé de l'Occitanie avec la classe santé qui est à Mazamet. Donc c'est comment, grâce à l'éducation, on peut remettre la prévention autour de la table et essayer de pousser notamment les jeunes générations à faire plus de prévention. Un exemple aussi qui est sorti de la fresque ultra intéressant, c'est 48% des femmes qui sont éligibles au test de cancer de dépistage du sein seulement le font. Donc c'est 48%, la moitié. La moyenne européenne, elle est autour de 80%. Et là, Thomas Serval l'a très bien dit hier, c'est pourquoi ça, c'est qu'en France, on a un peu peur des résultats dès que diagnostiqué donc, avec un cancer. Donc il y a un petit souci là-dessus en France. Et donc après, pour terminer là-dessus, c'est comment on peut pallier à ça. Donc bien sûr, utiliser les nouveaux outils existants. On a une multitude de solutions en France qui est super intéressante. Et après, mettre plus au cœur la médecine participative. Ça, je laisserai les associations de patients en parler, mais remettre au cœur de tous ces acteurs-là le point de vue du patient pour fluidifier tout ça. Voilà. Et donc en fait, les démos qui sont sortis, c'est augmenter la confiance et l'adhésion pour remettre tout ce monde au niveau territorial, au centre du système de santé et gommer les inégalités. Très bien. Est-ce qu'on passe à une autre question ? Allez, c'est parti. Alors, selon vous, quelle est aujourd'hui la dimension la plus importante en termes de souveraineté ? Est-ce que c'est le national, la dimension nationale ou la dimension européenne ? Tic-tac, 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 tic-tac. Alors, qu'est-ce qui est pour la dimension nationale ? Est-ce que c'est vraiment à ce niveau que l'enjeu est le plus important ? Et la dimension européenne, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus. Et bien voilà, je vais vous dire ce qui est ressorti de notre réflexion collective. Eh bien écoutez, mais tous les deux, monde général, donc à la fois le groupe a penché pour une question d'échelle, avec des enjeux différents selon justement que ce soit national ou plus international, enfin au niveau européen. Par exemple, ils relèguent les pratiques de soins à l'échelle nationale. Selon eux, ces pratiques ne sont ni exportables ni comparables à l'international. Donc c'est une affaire vraiment de proximité, de culture et de confiance. Pour le volet un peu plus européen, ils le relèguent plutôt sur les sujets technologiques,
comme pour les données et les infrastructures. Et donc, tout ceci se pose plutôt à l'échelle européenne. Alors, ce qui leur a semblé aussi, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas rivaliser avec les géants du numérique, mais développer des infrastructures européennes adaptées, des technologies alignées avec nos valeurs du service public, de solidarité et de confidentialité. En ce qui concerne la donnée, ce qu'ils pensent, c'est qu'il faut récolter mieux, pas plus, c'est-à-dire ils proposent une gestion plus ciblée de la donnée, plus éthique, en collectant des moins de données, mais plus de qualité. Et de penser à des centres de données sobres, pertinents et maîtrisés localement. Après, il y a eu un autre, c'était assez riche, il y avait aussi un autre point qui méritait qu'on l'aborde. Ils ont parlé de valoriser notre richesse immatérielle, donc la connaissance. On a de la matière grise en Europe, il faut en profiter, elle est précieuse avec des chercheurs, des soignants, des experts en IA. Et donc il faut la protéger, la faire circuler, investir dans la conception des solutions. Un autre point, et le dernier qui a été abordé, c'était celui de former pour ne pas dépendre, donc une souveraineté numérique qui passe aussi par des professionnels formés, capables de comprendre et de maîtriser les outils. Et donc, ça va aussi par un renforcement des compétences, du savoir-faire et de la confiance. Donc, en conclusion, il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire mieux, avec notre vision, notre savoir-faire et des outils à taille humaine alignés avec notre vision du soin. On passe à la dernière partie. Allez, dernier vote. Plus de choix cette fois-ci sur les leviers prioritaires d'après vous qui permettraient de rendre la e-santé plus durable. Est-ce que c'est plutôt le volet environnemental qui est important, le volet économique de la durabilité ou les deux? Alors, 5 secondes pour répondre. Plutôt environnemental, économique, les deux. Donc, ok, les deux, et plutôt économique. Ok, regardons ce qui est sorti hier, super intéressant. Et c'est tout à fait en lien avec ça. Alors nous, on a beaucoup plus parlé de l'écologie. Il est sorti les différents points suivants. Donc le premier, bien sûr, hyper important, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Autour de la table, on avait notamment une clinique privée qui est Ramsay et qui a déjà mis la main à la pâte. L'idée, c'est de réduire l'empreinte carbone, soit par l'éco-conception ou sinon par aussi la réutilisabilité des dispositifs médicaux. Ils font aussi un projet sur la réduction de gaz qui permet de l'endormissement des personnes dans les actes de chirurgie. Donc ça, c'est déjà des chantiers. Et ce qu'on voit aussi qui est super intéressant, c'est que les industriels de la santé aussi jouent le jeu et commencent à faire des projets avec des grands hôpitaux pour essayer de mettre en place des dispositifs médicaux réutilisables. Le deuxième point qui est lié avec ça, c'est le passage vers la télémédecine, notamment pour réduire le déplacement. Donc là, il y a deux notions là-dessus. Soit réduire le déplacement pour les patients qui ont des maladies chroniques, ou sinon, il y a aussi pour les industriels, c'est le déplacement des VM, donc des commerciaux et des délégués pharmaceutiques, qui peuvent aussi faire quelques actes, j'ai envie de dire, par le digital. Et là, pour reprendre aussi les mots des associations de patients, il faut faire attention, il faut faire les choses intelligemment, c'est-à-dire utiliser le digital à la bonne partie du parcours patient et aussi pour des patients qui acceptent ces nouvelles technologies. Donc là, il y a aussi quelque chose à construire avec eux de manière intelligente et c'est exactement ce qui est ressorti à la fin sur la réorganisation du parcours patient. Il faut décloisonner, mais bien sûr en mettant les associations de patients et les patients au centre de ces parcours. Et le dernier point, plutôt en lien avec le côté économique, c'est intégrer l'impact, notamment dans l'impact environnemental, notamment dans les décisions d'investissement. Là, on en a beaucoup parlé aussi dans le volet souveraineté. Un des plans de la souveraineté, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le financement à l'échelle européenne. Et donc là, aussi très important de prendre en compte ces trois notions pour valoriser certains choix d'investissement dans la santé numérique, que ce soit dans l'investissement des startups ou dans des projets à plus grosse échelle. Voilà. Tu parlais d'associations de patients. Oui. On avait envie de faire intervenir une association qui a participé hier à la fresque, qui est France Asso Santé.
Et je voulais que Julie Benoît, chargée de mission, qui va se présenter à vous, parle de son vécu de la fresque et puis aussi de ses actions au sein de France Asso Santé. Bonjour à vous. Donc Julie Benoît, je suis la coordinatrice régionale de France Asso Santé Occitanie. Alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui nous connaissent. Alain Olympici, tu nous connais. Donc nous sommes une union régionale d'associations agréées en santé. On existe à 2 niveaux, un niveau national que vous pouvez parfois voir dans les médias et au niveau régional. Donc nous avons une union d'asso dans chaque région. Nous fédérons dans notre région en Occitanie à peu près 70 associations agréées en santé. Certaines que vous connaissez, possiblement la Ligue contre le cancer, l'APF France Handicap. Nous avons aussi des associations familiales. Voilà, donc on a 7 collèges d'associations. Dans nos missions en fait principales, on a la représentation des usagers dans les instances de démocratie en santé. Donc dans les établissements hospitaliers, vous avez des commissions des usagers dans lesquelles siègent ces représentants des usagers. Donc ces représentants des usagers sont issus d'associations. Et nous avons pour mission de les former tout au long de leur parcours de représentants des usagers, d'animer ce réseau et également d'influencer les politiques publiques pour qu'elles fassent davantage la place aux usagers dans les décisions. Donc nous étions ravis de participer à cette fresque et je remercie vraiment les organisateurs de ces universités, Yann Peter en particulier, de nous avoir invités à ces universités pour que nous puissions participer à cette fresque. Voilà. Et ce que je voulais dire également sur notre retour de cette fresque, c'est que on a pu mesurer aussi la complexité, en fait. Déjà, premièrement, le fait que nous soyons différents acteurs tout autour de la table, avec des points de vue différents, c'est extrêmement riche. Et également, donc on pouvait mesurer aussi que cette prise de vue globale, ça permet aussi de mesurer que quand on fait des propositions dans cette fresque, ça a des effets de bord. Donc voilà, toute proposition, en fait, elle est à réfléchir avec différents acteurs ensemble et sur les 3 enjeux qui nous animaient. Équité, souveraineté et durabilité. Pourtant, on a réfléchi dessus. Merci beaucoup. En tout cas, Julie, c'était très intéressant. Eh bien, écoutez, là, ce qui ressort finalement de cette fresque, et d'ailleurs, je remercie encore une fois tous les participants qui ont été très actifs, c'est que ce n'est pas un simple atelier de sensibilisation, c'est vraiment un outil de réflexion stratégique pour aligner les visions, se projeter dans le futur et poser les bonnes bases avant d'agir. Et pour nous, on pense que la fresque, c'est en fait une mini-université de la e-santé, une vraie école pour apprendre. Et on a bien conscience que, comme le disait Julie, quand on touche à un petit levier, qu'il y a d'énormes effets de bord, et d'où la complexité de ce problème. Alors, on vous enverra la restitution complète dans les prochains jours. Si vous pouvez bien sûr nous contacter si vous avez souhaité déployer un outil dans votre structure. Il y a un QR code ici que vous pouvez scanner qui vous permet en quelques questions d'évaluer votre maturité par rapport à toutes ces questions d'équité, de durabilité. On répondra rapidement. En tout cas, merci encore et pour votre écoute et votre attention.